Alors bonjour à tous. Le cours que je vais vous présenter maintenant est un cours sur les bases de données. Donc c'est quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a fait depuis le début de l'année où on a uniquement présenté le langage Python et tout ce qu'on pouvait faire avec, enfin au moins quelques applications. Et là c'est quelque chose de différent. Alors pourquoi le programme demande à ce qu'on s'intéresse à ces fameuses bases de données? Eh bien tout simplement parce que c'est ça qui va garantir la capacité d'une entreprise à développer des outils performants. Alors une entreprise ou un site internet en fait, hein, puisque toutes ces entités-là fonctionnent sur des gestions de bases de données. On verra que voilà, n'importe quel site internet, à chaque fois que vous cliquez sur envoyer dans un formulaire sur internet par exemple, pour commander quelque chose, eh bien ça va interroger ou modifier une base de données. Alors, je vais vous présenter quelques notions, mais on va d'abord donner quelques exemples hein, de ces choses-là. Qu'est-ce que c'est une base de données? Alors, une base de données, c'est tout ce qui va en fait contenir les informations nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation d'un système, notamment une entreprise ou un site internet. Alors, je vous en donne quelques exemples hein, au début de ce cours. Alors notamment tout ce qui est la logistique d'une entreprise, ce qui permet de gérer dans une entreprise les stocks, les références des biens, donc des produits, etc., qu'elle stocke, reçoit ou bien produit. Tout ça, il faut que ce soit géré pour que les gestionnaires aient en temps réel une vision claire de ce qu'il y a dans le stock à un instant T. Hein. Voilà, pour savoir ce qu'elle peut vendre ou pas, par exemple. Une base de données client d'une entreprise, puisque l'entreprise a besoin d'avoir des informations hein, en mémoire sur les clients, sur les commandes aussi. Tout ce qui est la base de données d'un site web, qui peut par exemple récapituler les diverses connexions, hein, donc les adresses IP, les pays de connexion, les heures de connexion, etc. Tout ça, ça peut être utile et exploité. Les données statistiques aux études économiques, voilà, donc les pays vont stocker comme ça dans des bases de données des données économiques qui permettront ensuite d'être interrogées et recoupées pour pouvoir en déduire des choses. Et puis deux exemples que j'aime bien parce qu'ils sont assez représentatifs. Les données nécessaires au fonctionnement d'une compagnie aérienne. Alors actuellement il y a moins d'avions qui volent c'est sûr, mais en temps on va dire un peu plus normal, eh bien une compagnie aérienne a toujours à gérer d'énormes stocks de données, hein, les noms, prénoms des passagers, les listes des vols, les données sur les membres d'équipage, tout ça pour savoir à qui elle peut faire appel, par exemple pour un vol donné, puisqu'il y a plein de contraintes réglementaires, hein, notamment par exemple un membre d'équipage qui ne peut pas faire plus de temps d'heures de vol à la suite. Bon, tout ça, ça doit être finalement dans la base de données parce qu'aucun être humain n'a de capacité suffisante pour retenir toutes les informations nécessaires. Voilà, et donc ça c'est très important. Et puis les réseaux sociaux qui sont en fait de gigantesques bases de données, hein, structurées de manière intelligente et qui peuvent aspirer vos données, donc parfois des données personnelles, ce qui peut poser quelques soucis. Voilà, donc il faut évidemment être assez attentif à la manière dont on gère ça. Alors, il y a une tendance, bon, récente, plus très récente maintenant, mais enfin qui continue à se poursuivre aux dernières nouvelles, c'est ce qu'on appelle une accessibilité des données publiques. C'est-à-dire que les plateformes publiques, notamment celles du gouvernement, mais aussi celles des régions ou d'autres plateformes, mettent en ligne leurs données publiques non sensibles pour pouvoir être utilisées par en fait tous les citoyens. Et donc il existe en fait, notamment je vous donne celui-ci qui est le site du gouvernement français, mais il en existe bien d'autres, hein, des bases de données ou des jeux de données qui sont publics et qui peuvent donc être exploités par vous ou par n'importe quel citoyen qui a un projet intéressant à faire avec ces données publiques. Alors, au niveau des bases de données, il existe deux grands types d'architecture, voilà, que je vais vous présenter rapidement. C'est pas le plus fondamental, mais enfin, c'est bien d'avoir une petite notion sur les deux architectures possibles. L'architecture la plus simple pour une base de données, c'est ce qu'on appelle l'architecture client-serveur. Et dans ce modèle, eh bien, il y a un serveur, hein, tout simplement, qui est en fait une machine informatique, qui va contenir en fait tout ce qui est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la base de données. Et après, vous avez d'autres postes alors qui interagissent avec le serveur en général
sur une architecture réseau, hein, qui vont en fait pouvoir modifier et interroger la base de données. Voilà, donc effectuer des recherches sur cette base de données, donc sur le serveur. Ça, c'est bien si votre architecture n'est pas trop complexe, parce que tout simplement, si vous êtes dans une petite entreprise, par exemple, eh bien, s'il y a 3 collaborateurs qui sont autorisés à modifier la base de données, ça va suffire comme type d'architecture. Mais dès que l'architecture est un peu plus compliquée, eh bien, il faut faire attention parce que si tous les clients peuvent modifier indépendamment la base de données, eh bien, ça peut poser des problèmes, hein, de collision en fait, parce que si par exemple un client rajoute quelque chose et qu'un autre client décide de supprimer certaines entrées de la base de données, il peut y avoir des problèmes. Alors on a besoin d'une architecture un peu plus évoluée, hein, pour les grandes bases de données, c'est l'architecture 3 tiers. Et l'architecture 3 tiers, elle consiste en ceci. Vous avez donc des clients, en général c'est vous, hein, ou au moins des postes clients, qui vont interroger ce qu'on appelle un serveur applicatif. Le serveur applicatif, il ne contient pas les données. Il n'y a pas de disque dur dedans, hein. Voilà. Mais par contre, il va gérer tout ce qui est l'architecture des droits. Donc l'architecture de est-ce que tel client a le droit de faire telle opération sur la base de données. Voilà, et c'est ce serveur applicatif-là qui va en fait traiter toutes les requêtes des clients et ensuite éventuellement interroger une base de données sur un serveur de base de données qui lui a pour mission en fait de uniquement récupérer les données pour l'envoyer au serveur applicatif. Voilà. Donc le serveur, et puis ensuite au client bien sûr. Donc le serveur applicatif, c'est vraiment l'interface nécessaire lorsque vous avez une structure un peu compliquée avec de nombreux clients. Donc typiquement sur Internet par exemple, hein, dans une entreprise, vous n'allez pas autoriser tous les clients à interroger directement la base de données de l'entreprise. Ça va passer au départ par une autre machine qui va permettre après d'aller chercher les informations en interne. Et puis c'est indispensable pour la sécurité aussi, hein. Ça rajoute ce qu'on appelle un pare-feu, c'est-à-dire des logiciels permettant d'éviter les attaques de clients mal intentionnés. Alors, pour la suite, je vais vous présenter un petit peu la structure de base, hein, d'une base de données. Alors, c'est relativement simple. Je ne vais pas m'intéresser ici aux bases de données très structurées de manière extrêmement complexe et extrêmement profonde. On va vraiment s'intéresser seulement à une manière simple de représenter des données. Alors, pour les structurer de la façon la plus intelligente possible, on va faire une architecture de type table et attributs. Et le programme officiel insiste vraiment sur la maîtrise du vocabulaire correct. Donc c'est important de le pratiquer un petit peu, de parler, hein, tout simplement quand vous écrivez des requêtes pour bien vous imprégner du vocabulaire nécessaire. Alors j'ai choisi, hein, pour ce cours de prendre une base de données concrète. J'aurais pu faire un cours très formel, mais ça se prête bien, je pense, à des exemples. Et alors j'ai pris une donnée publique. J'ai pris tout simplement la liste des dotations, donc en fait les dotations de fonctionnement, l'argent pour le fonctionnement, octroyé par la région des Pays de la Loire, qui est l'organisme qui finance les lycées, pour chaque lycée de la région. Puisque la région des Pays de la Loire, tous les ans, hein, donne ce qu'on appelle une dotation de fonctionnement, qui sert à payer les stylos, l'électricité, voilà, que sais-je encore, Internet, le matériel de base, pour chaque lycée, en fait, pour son fonctionnement. Et ces données sont publiques, hein, on peut savoir, voilà, pour chaque année, combien la région a donné à chaque lycée des Pays de la Loire. Alors j'ai été récupérer cette donnée, qui est publique, qui est sur Internet. J'en ai fait une base de données et je l'ai structurée. Alors je l'ai simplifié un petit peu, hein, j'ai enlevé des renseignements qui servaient à rien, mais je l'ai structurée. Et les informations qui sont dans cette table que j'ai gardée, hein, sont les informations suivantes. Une clé d'identification pour chaque entrée de la table, que je vais nommer une clé primaire, hein, et ça va être ID. L'année considérée, donc l'année voilà, 2009, 2010, 2012, 2020. Le code lycée qui permet d'identifier le lycée de manière unique. Le nom du lycée. Le type de lycée, si c'est un lycée public ou si c'est un lycée privé. Le nom de la ville, voilà, Nantes ou autre chose. Et le montant en euros de la dotation annuelle que j'ai nommé montant dot. Voilà. Donc ça, c'est les informations qui sont dans la table.
Alors ces informations-là, dire information, c'est un peu vague, parce que qu'est-ce que c'est une information? En fait, ces choses-là sont ce qu'on appelle des attributs de la table. Si vous les représentez sous forme d'un tableau, ça va être les colonnes du tableau. Mais comme on n'est pas obligé forcément de les représenter sous forme de tableau, et de fait dans les bases de données c'est juste une manière possible, mais ce n'est pas la seule manière de représenter ça, eh bien on va nommer ça un attribut de la table. Voilà, donc ce sont les colonnes entre guillemets de la table, hein, mais on va appeler ça des attributs. Alors, pour chaque entrée, eh bien, ces attributs peuvent prendre des valeurs comprises dans un domaine. Par exemple, l'attribut non lissé, c'est l'ensemble des chaînes de caractères. Hein, a priori, par exemple, si vous prenez lycée Livette, eh bien, le non lissé, ce sera Livette, L-I-V-E-T, c'est une chaîne de caractères. Et montant dot, ce n'est pas une chaîne de caractères, ce sera un entier ou un flottant. Alors ici, ce sera plutôt un flottant. Bon, le domaine, c'est R+, mais dans l'informatique, c'est plutôt le domaine des flottants. Alors on peut représenter finalement une base de données ou une table comme simplement son schéma avec les attributs, donc ID, code lissé, non lissé, et puis le domaine qu'elle est autorisée, que chaque attribut est autorisé à occuper. Par exemple, ID ce sera un entier, code lissé ce sera du texte par exemple, non lissé aussi du texte. Voilà, là c'est un exemple. Et ensuite, on peut éventuellement la représenter, vous voyez, sous forme de petite table comme ça, qui va en fait récapituler à chaque fois ce que contient une table particulière. Voilà, une table particulière. Ce qu'on va appeler une base de données, ce sera en fait plusieurs tables. Voilà, c'est ce qu'on va appeler nous une base de données dans ce cours. Alors, une fois la table créée informatiquement, eh bien, les utilisateurs qui bénéficient de permissions suffisantes peuvent modifier le contenu de la table. Hein, puisqu'une table, finalement, c'est quelque chose qui peut être modifié. Voilà. On peut aussi afficher les données de cette table. Alors, il existe plein de logiciels qui permettent de le faire. Hein. Moi, je vous propose de vous intéresser à un logiciel. Alors, qui peut se télécharger, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste on télécharge le logiciel et ça fonctionne, parce que en fait, il faut quand même un serveur local. Mais ça s'installe facilement. Donc c'est PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin qui permet en fait de faire des opérations relativement simples sur des bases de données. Ça sert en général à administrer des sites web relativement simples. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle PHP-MyAdmin. Et PHP parce que c'est écrit en PHP qui est un langage de programmation. Voilà, en tout cas, si on utilise ce logiciel pour interroger une base de données, et on peut afficher toute la base de données. Alors là, vous voyez par exemple, nouvelle base de données, j'ai mis lycée dedans, les autres c'est des choses par défaut, faut pas s'y intéresser, lycée, et puis dedans j'ai mis la table dotation. En subvention, vous y intéressez pas, c'est dotation. Voilà, alors la table dotation, eh bien, je peux l'afficher. Hein, je peux afficher entièrement ces informations-là. Puis là, j'ai, vous voyez, quelque chose représenté sous forme d'un tableau avec toutes les informations, montant dot, etc. Donc ça, c'est, on va dire, l'affichage de base d'une table dans un système de gestion de base de données. Avant de continuer, il y a une notion fondamentale, théorique, sur les bases de données, qui est qu'une condition impérative d'une table, c'est qu'elle contienne au moins un attribut qui permette d'identifier de manière unique une entrée. Parce que sinon, on a ce qu'on appelle des doublons. On peut avoir ce qu'on appelle des doublons, et ça, en général, eh bien, c'est pas autorisé d'un point de vue pratique et même d'un point de vue de sécurité. Donc, on va imposer pour une base de données qu'il y ait au moins un attribut qui permette d'identifier chaque entrée de manière unique. En fait, on peut être tolérant et prendre deux attributs qui permettent ça. Mais un attribut, c'est mieux. C'est ce qu'on va appeler une clé primaire. Ça, c'est une notion vraiment importante sur les bases de données. Une clé primaire, c'est un attribut qui permet d'identifier une entrée. Donc une entrée, c'est une ligne, de façon unique. Alors ici, par exemple, je vous laisse en exercice identifier là où les clés primaires, mais on va le faire ensemble, puisque l'année ne peut pas être une clé primaire, puisque regardez, toutes ces entrées-là, c'est 2011, donc voilà, ce n'est pas caractéristique d'une ligne.
Code lycée, bah, il y a des lycées qui sont les mêmes, hein. Pareil pour non-lycée. Le lycée Livette a reçu une subvention en 2011, 2012, 2013, donc il va apparaître plusieurs fois. Il ne permet pas d'identifier une ligne de façon unique. Pareil pour la ville, le type lycée et le montant de dotation, il n'est pas du tout exclu que deux lycées où le même lycée 2 années de suite ait eu la même dotation. Donc on ne peut pas utiliser ça. Donc il n'y a qu'une seule colonne qui permet d'identifier une ligne de manière unique, bah, c'est l'identification de l'entrée, hein, ce qu'on appelle ID ici, dont on aurait pu se demander quel était l'intérêt ici, mais en fait elle a un intérêt puisque c'est ça qui permet d'identifier chaque ligne de manière unique. Donc c'est la clé primaire. Il peut y en avoir d'autres, hein. Voilà. Alors, ensuite, on va voir ce qu'on appelle les requêtes en langage SQL qui permettent d'interroger une base de données. On va utiliser la table au-dessus, hein, donc celle-là, avec les lycées, et on va en fait effectuer des requêtes. Qu'est-ce que c'est effectuer des requêtes? C'est dans une table qui contient beaucoup d'informations, on va essayer d'extraire les informations qui nous intéressent, avec certains critères. Avec le langage de l'algèbre relationnelle, ça revient à effectuer ce qu'on appelle une opération algébrique sur la table de relations. Alors on verra qu'il y a des petites notions qui recoupent les notions que vous avez vues en mathématiques, notamment les notions de projection. Voilà. Les deux points précédents, donc rechercher des informations sur une base de données ou bien effectuer une opération algébrique sur la table de relations, en fait c'est pareil. Le premier, c'est simplement une vision plus utilitariste, hein, qu'est-ce qu'on veut, et la seconde a une vision un peu plus théorique, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement sur la table pour récupérer une information. Et on va voir dans la suite les opérations les plus simples qu'on peut faire sur une base de données. Ça se fait avec un langage, avec un langage de programmation, et le langage qu'on va utiliser, c'est l'un des langages de gestion de base de données, c'est le langage SQL. Alors c'est un langage qui a maintenant une 50aine d'années, hein, qui a été créé chez IBM. SQL c'est de l'anglais, ça veut dire ça en anglais, donc langage en français, langage de requête structurée. Et ça sert à exploiter les bases de données relationnelles. Si on maîtrise entièrement le langage, ça permet absolument de tout faire, hein, sur une base de données. Ça permet de rechercher, d'ajouter, de modifier, supprimer des données, de les réorganiser, etc. Donc c'est un langage assez complet. Mais qui nécessite une certaine structure de la base de données, hein. Voilà, donc c'est pour ça que c'est structured, parce qu'il faut que la base de données soit structurée, avec des attributs et tout ça. Et de façon générale, c'est un langage assez riche, hein, comme je vous l'ai dit, qui permet même de gérer le contrôle des données, qui permet d'autoriser ou d'interdire à certains utilisateurs de modifier la base de données, par exemple. Alors, le SQL, c'est un langage en lui-même, qui peut être interprété par différents logiciels. Il se trouve que Python dispose de modules, hein, qui permettent en fait d'exploiter des langages SQL. En fait, c'est juste une surcouche de Python, donc en fait des modules de Python qui permettent d'utiliser le langage SQL dans certains contextes utilisant du Python. Mais voilà, en général, le SQL est plutôt utilisé directement dans des systèmes de gestion de bases de données. Alors, on va voir maintenant le principe de base du langage SQL, avec quelques exemples simples. Alors, on va voir quelques exemples sur la table des dotations des lycées, parce que, comme on s'est un peu familiarisé avec cette table, ce sera plus simple. La première chose qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle une projection. La projection d'une table, c'est si vous avez envie uniquement de conserver certains des attributs et pas tous, parce qu'ils ne vous intéressent pas tous. Donc ça permet comme ça de garder certains attributs et d'éliminer les autres. L'opération équivalente, c'est ce qu'on appelle une projection. L'opérateur de projection, on le note pi en général, si on veut vraiment faire de l'algèbre. C'est pas trop l'esprit, hein, surtout en PTSI. On va adopter une vision un peu plus utilitariste, nous, mais il faut savoir que dans le langage de l'algèbre relationnelle, on peut noter une projection pi. Alors, pi, c'est un opérateur de projection. Par exemple, vous voyez que si je fais une projection de la table dotation, eh bien, j'obtiens un sous-ensemble avec seulement 3 attributs. Voilà, donc ça permet en fait d'éliminer certains des attributs et de conserver les autres.
Bon, pourquoi ça s'appelle une projection? Parce que si vous avez fait un petit peu d'algèbre des espaces vectoriels, vous savez que l'effet d'un projecteur, c'est de conserver seulement certaines composantes et d'éliminer celles qui sont orthogonales. C'est pour ça que ça s'appelle un projecteur. En langage SQL, la requête de projection s'effectue de la façon suivante. D'abord, un mot-clé, select, donc qu'on met en majuscule. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de mots en majuscule en SQL. C'est normal, hein, tous les mots-clés sont par convention en majuscule pour qu'on puisse lire la requête plus facilement. Select avec les attributs qu'on veut sélectionner, qui sont séparés par des virgules, et ensuite le mot-clé from en majuscule et la table qui dit en fait la table sur laquelle on va faire la projection. Alors ici la table c'est dotation, hein. Voilà. Donc la structure de base d'une requête SQL qui est une simple projection. Un petit exemple dessous. Vous voyez, là bon, ici on ne voit seulement que le résultat, enfin la requête une fois tapée, mais il y a, si vous cliquez ici, en fait, de quoi faire une requête SQL comme on veut. Et là, j'ai fait select non lissé, virgule, montant dot, from dotation. Alors des fois il met des petits guillemets, des fois il n'en met pas, mais c'est pas fondamental ici, c'est pas comme en Python. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça sélectionne uniquement les attributs non lissés et montant dot, donc le montant de la dotation, de la table de dotation. Voilà, donc ça m'a gardé seulement deux attributs, deux colonnes, hein, dans la représentation graphique du système. Et voilà. Alors là, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose de bizarre. Hein. Vous voyez qu'il y a des lignes qui sont identiques, là, ici. Et ça, c'est normal, parce que ce lycée, bon, je ne sais pas ce que c'est, là, le lycée d'Aigrefeuille-sur-Maine, eh bien, qui n'a pas eu une grosse dotation, donc j'imagine que c'est une toute petite structure, probablement qu'elle a eu des dotations qui étaient identiques d'une année sur l'autre. Hein, voilà. Et donc, bah, là, ça apparaît plusieurs fois. On verra comment, si on n'a pas envie d'avoir ça, se débarrasser de ça. Alors d'abord, on peut renommer une colonne différemment pour que le résultat soit plus lisible, hein, si on a des attributs qui sont nommés de manière très compliquée. Alors par exemple, regardez si je peux faire un select titre non add as editor. Donc là, ça va en fait m'afficher éditeur à la place de non add. Et puis je pourrais faire référence ensuite à non add comme éditeur. Ça crée un alias. On peut aussi utiliser des opérations arithmétiques simples, comme plus, moins, fois, diviser, pour créer un nouvel attribut qui serait voilà, une opération entre deux entiers, par exemple. Un petit exemple, hein, voilà, pour un éditeur, select titre, le nombre de ventes fois le prix unitaire, ça donne voilà, combien d'argent on a gagné avec le livre. Et donc, vous voyez qu'un fois entre deux attributs va créer un nouvel attribut qui est le produit des deux. Et puis je peux même le renommer si je veux, hein, as recette from table. Donc voilà, ça permet de faire des petites opérations simples, cette structure-là. Alors comme je vous l'ai dit, il peut arriver que deux lignes soient identiques, c'est normal, hein, parce que si on n'a pas sélectionné la clé primaire, eh bien voilà, on peut se retrouver avec des lignes identiques. Et dans ce cas-là, si on veut vraiment garder uniquement, éliminer les doublons, on va rajouter un petit mot-clé juste après select, qui est distinct, attribut 1, attribut 2, voilà. Donc là, le moteur va interpréter ça comme il faut renvoyer quelque chose où il n'y a pas de doublon. Donc sinon, la structure est la même. Alors, une deuxième opération fondamentale, c'est la restriction. La restriction, c'est lorsque on a envie d'afficher que certaines lignes ou que certaines entrées. Et certaines entrées qui obéissent à une condition de restriction. Au niveau algébrique, ça revient sur une table de relations, une table de données, à faire ce qu'on appelle à appliquer un opérateur de restriction. L'opérateur de restriction, il est souvent noté par les théoriciens sigma. Et sigma, par exemple, sigma indice an supérieur à 2013, ça veut dire qu'on va se limiter aux années supérieures à 2013 dans la table et que les autres, on ne s'y intéresse pas. Donc vous voyez, on restreint la recherche à l'aide d'une condition. Alors en SQL, comment ça se fait? Ça se fait en rajoutant à la fin de la requête, enfin, autrement dit après from, le mot-clé where
et puis ensuite des conditions. Alors les conditions, on verra comment ça s'écrit, mais c'est très intuitif. En tout cas, il faut retenir la structure de la requête SQL. Select, les attributs qu'on veut, from, la table qui nous intéresse, where, conditions, où on met les conditions. Un petit exemple, donc là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est un peu petit, mais sinon vous avez le polycopier. Select non lycée, en et montant dotation, from dotation, where en supérieur à 2013, and montant dotation inférieur à 1 million. Voilà. Donc là, concrètement, ce que ça fait, c'est que ça va sélectionner les noms des lycées, l'année et le montant de la dotation, à partir de la table, en se restreignant aux années supérieures à 2013 et au montant des dotations qui sont inférieures à 1 million d'euros. Voilà, donc ça c'est comment on utilise ces conditions-là. Vous voyez que c'est très intuitif. J'aurais pu mettre le N en majuscule. Bon, là il y a une petite tolérance, hein, mais de façon générale, mettez quand même les mots-clés en majuscule. J'aurais pu mettre N en majuscule aussi pour mieux interpréter la requête. Alors, il existe plusieurs options pour créer ces conditions de restriction. Alors, égal pour dire que deux valeurs sont égales. Ça, c'est non égal, donc c'est pas comme en Python, vous avez vu. Voilà. Les supérieurs, supérieurs ou égales, ça c'est intuitif. And or not pour composer des conditions booléennes. In, ça c'est un peu plus, voilà, plus bizarre. Donc ça permet en fait de faire un énumérateur ici ou une liste. En fait, c'est plutôt un tuple, mais c'est pas vraiment en Python, donc on peut pas en parler. En tout cas, vous voyez quelque chose qui est structuré ici avec différentes valeurs. Et where désignation in. Puis là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, même une requête si vous voulez. C'est possible. Between qui permet en fait de se limiter à un intervalle. Alors ça peut être un intervalle de lettres avec l'ordre alphabétique, mais ça peut être aussi un intervalle de nombres. Les bornes sont incluses. Donc là, par exemple, where non between A and E, là, ça va en fait uniquement garder les noms qui commencent par une lettre comprise entre A et E, mais A et E inclus. Et like, c'est le plus riche, qui permet en fait de comparer du texte à une expression en rajoutant des petits caractères spéciaux, le pourcentage et le tiret bas. Le pourcentage qui permet en fait de compléter une chaîne de caractères. Par exemple, where text like BO pourcentage va en fait sélectionner tous les textes qui commencent par BO quelque chose. Là ici pareil, mais ça va se terminer par uni puisque le pourcentage est avant. Et puis le tiret bas qui va en fait permettre de dire il y a un caractère qui peut valoir n'importe quoi. C'est le caractère joker si on veut. Donc là ça va en fait renvoyer, sélectionner sur toutes les chaînes qui vont ressembler à ça avec le deuxième caractère qui peut valoir n'importe quoi. Donc c'est assez riche, vous voyez, ça permet de faire des restrictions. Alors les chaînes de caractères sont entre simples guillemets obligatoirement. Si vous essayez de forcer des doubles guillemets comme en Python, il va vous dire je comprends pas. Voilà. Donc n'oubliez pas en SQL, la plupart des moteurs ne tolèrent que les simples guillemets pour les chaînes de caractères. Et ensuite, je vous propose de faire quelques petits exercices et pour voir si vous avez compris tout simplement. Alors vous proposez ça, essayez de prendre 5 minutes pour bien assimiler tout ça et proposer 2 réponses ici. Et une fois que vous l'aurez fait, vous pouvez me proposer ça sur le forum ou bien directement en message privé. Et puis on va corriger ça un petit peu plus tard. Alors en SQL, il y a aussi une autre option qui est l'utilisation de l'étoile. C'est si on a envie de ne pas faire de projection, donc de sélectionner vraiment tous les attributs. Alors il est inutile d'écrire le nom de toutes les colonnes, dans ces cas-là ça fait select étoile qui veut dire sélectionner tout. Alors ça rappelle un peu le Python, vous voyez avec l'import des fonctions d'un module, mais là ça n'a rien à voir, c'est du SQL. En tout cas l'étoile sert à ça. Une petite remarque quand même, sur les bases de données un peu lourdes, en général ça c'est vraiment seulement pour faire des tests. Parce que concrètement, c'est extrêmement rare que vous ayez à appeler tous les attributs d'une table. En général, il n'y en a que certains qui vous intéressent. Donc ça, c'est vraiment pour faire des tests en général, pour faire des tests rapides, pour voir si tout fonctionne bien. Mais en conditions réelles, lorsqu'on a besoin d'efficacité, c'est rare qu'on ait besoin de tout importer.
Alors on va complexifier les requêtes maintenant avec une option de tri des résultats. Puisque dans les requêtes précédentes, les résultats ils s'affichaient dans un ordre qui était celui de la table complète, en général celui de la clé primaire. Mais si on a besoin d'avoir un ordre particulier pour l'affichage des entrées, on peut l'indiquer en SQL, qui va en fait trier les entrées, avec la clause qu'on appelle order by. Donc la syntaxe de la requête, maintenant qui est plus compliquée, select les attributs from la table, where condition, et après le where, on a order by et quelque chose ici. Alors en général c'est un attribut, order by attribut. Donc par défaut, lorsqu'on met ça, ça va exécuter la requête ici jusqu'au where avec en fait un affichage des résultats qui va se faire par ordre croissant de valeur d'attribut 1. Alors par exemple, vous voyez, si attribut 1 c'est un nombre, ça va faire de la plus petite à la plus grande. Si c'est une chaîne de caractères, par ordre alphabétique. Si on a besoin de l'afficher dans l'ordre inverse, c'est tout à fait possible. Il suffit de rajouter derrière, vraiment à la toute fin, desc, donc pour dire descendant, enfin, ou décroissant. Mais par contre, la syntaxe c'est celle-ci. Voilà. Alors un petit exemple, là vous voyez, j'ai fait select non lycée montant dot from dotation, where année égale 2017 and ville égale Angers. Donc là j'ai fait une restriction ici. Et order by montant dotation descendant. Donc là j'ai le montant des dotations classé de la plus élevée à la plus faible pour les lycées d'Angers en 2017. Comme ça, j'ai interrogé une table avec une requête particulière. Si maintenant vous avez envie de faire des calculs sur un ou plusieurs attributs, eh bien ça j'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est tout à fait possible. Il existe des fonctions mathématiques en SQL. Par exemple, voilà, vous voyez, j'ai fait le log 10 de montant dotation qui va me créer un nouvel attribut et ça va m'afficher le log décimal du montant des dotations. Et on peut aussi faire des opérations entre attributs. Alors ici, ça n'a aucun sens, l'opération que je fais, en fois montant dot. Mais sur l'exemple que j'avais pris un peu plus haut, avec le nombre de livres vendus, ça avait un sens. Donc voilà, je peux faire des opérations simples ou bien des fonctions, appliquer des fonctions. La syntaxe exacte pour l'exponentielle, pour le logarithme, pour la racine carrée, pas à connaître. Elle vous sera redonnée si vous en avez besoin. Mais c'est assez rare. Voilà pour cette vidéo et dans la prochaine, on verra comment faire ce qu'on appelle des agrégations de requêtes.